Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toutes et à tous d'être venus ici. Je vais vous présenter quelques thèses du livre dans à peu près 30 minutes et après on aura du temps pour discuter. Alors, le point de départ du livre et de mon discours, ce sont les crises globales aujourd'hui. C'est d'abord la crise de la biosphère, la crise de la vie sur Terre. La civilisation industrielle a mis en œuvre la plus grande extinction d'espèces depuis 65 millions d'années. Et il y avait 5 grands événements d'extinction dans l'histoire de la planète, 4 milliards d'années, et voilà la sixième. On voit aussi une dégradation des terres fertiles très grave. On perd à peu près 1% des terres fertiles par an. Par l'agriculture industrielle et d'autres facteurs. On a aussi une crise de l'eau douce dans beaucoup de parties du monde. Ça a à voir aussi avec l'épuisement des aquifères, c'est-à-dire des sources souterraines de l'eau qui sont épuisées d'une manière très très rapide. Et tout cela se déroule déjà sans le dérèglement climatique et bien sûr, cela s'ajoute à tout cela. On est en voie vers 3 à 6 degrés de réchauffement jusqu'à 2100, avec des régions entières de la planète qui pourraient devenir inhabitables. Et quand on voit tout cela ensemble, on pourrait avoir une crise alimentaire globale dans les prochaines décennies. Il y a en même temps des crises économiques, sociales et politiques. Des crises financières, bien sûr. 2008, ce n'était pas la première crise financière. Ça a commencé dans les années 70 et bien sûr, ce n'était pas la dernière crise financière. Et l'instabilité du système monétaire et économique a beaucoup à voir avec la polarisation sociale extrême sur la planète. 42 personnes possèdent aujourd'hui autant que la moitié pauvre de la population mondiale. On voit aussi le plus grand déplacement de réfugiés sur la Terre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit que les forces politiques traditionnelles de la gauche et de la droite sont délégitimées car elles n'étaient pas capables de trouver des réponses adéquates à ces crises. Et bien sûr, ce vide est rempli souvent par la montée des démagogues de la droite. Et tout cela se déroule dans un monde avec 16 000 ogives nucléaires et 600 millions d'armes légères. Alors c'est une situation assez dangereuse. Il y a deux manières de regarder ces crises. Normalement, quand on regarde la télé, par exemple, on voit des fragments incohérents. Voici un glacier qui fond, voilà une pandémie, voici une famine, ça n'a rien à voir. Mais on peut regarder tout cela d'une autre manière et comprendre que les crises que j'ai décrites sont profondément reliées. Et c'est ma perspective et c'est ma première thèse. Ces crises globales, bien qu'elles aient des causes bien spécifiques, ont des racines systémiques en commun. Ces racines reposent sur le mode de fonctionnement de ce qu'on appelle le système monde moderne, le capitalisme global ou la méga-machine. C'est un système qui s'est formé il y a à peu près 500 ans en Europe dans des luttes très longues et dures, qui s'est répandu avec un dynamisme remarquable et énormément de violence sur la Terre, qui recouvre la planète entière depuis 100 ans et qui nous amène dans les crises existentielles jamais connues dans l'histoire humaine dans le 21e siècle. La notion de la méga-machine a été créée par Louis Mumford, c'était un historien américain presque oublié malheureusement. Il a écrit un livre exceptionnel, Le mythe de la machine, il y a 50 ans. Et bien sûr, Louis Mumford a utilisé ce terme aussi pour les méga-machines de l'Antiquité. Moi, je l'utilise seulement pour le capitalisme global, pour être plus clair avec les notions. Et c'est bien sûr un système hyper complexe, alors je veux donner quelques éléments cruciaux. Et
Aurélien a déjà cité beaucoup de choses, alors je ne veux pas me répéter tellement. Le premier pilier, c'est l'accumulation sans fin du capital dans un cycle infini de profit et d'investissement. Et cela est quelque chose de nouveau, radicalement nouveau dans l'histoire humaine, parce que les empires de l'Antiquité ne fonctionnaient pas du tout de cette manière. Et c'est la raison pour laquelle le système doit croître sans fin. Il ne peut pas exister sans expansion, sans croître. Et ce principe est inscrit dans les institutions les plus puissantes du monde, par exemple les sociétés par action. Je vais en parler plus tard encore. Le deuxième pilier, c'est l'État moderne. L'État moderne et le marché ne sont pas opposés. Souvent, on entend l'histoire, voilà l'économie qui fonctionne pour elle-même, et voilà l'État qui peut qui est différent, qui n'a rien à voir avec le marché. Mais en fait, l'État moderne s'est développé d'une manière coévolutive avec les institutions de l'accumulation du capital. L'État moderne, c'était une structure qui était purement militaire. 80-90% des budgets étaient pour les mercenaires et pour les armes à feu. Les armes à feu ont joué un rôle crucial dans le développement du capitalisme parce que ça coûtait cher et les souverains n'avaient pas l'argent pour acheter les mercenaires et les canons. Alors, il y avait les banquiers et les marchands à Venise, à Florence, à Gênes, et ils ont prêté l'argent aux souverains, et les souverains ont fait la guerre et ont pillé les autres pays, et le butin de ces pillages a été utilisé pour donner le retour sur investissement aux banquiers à Gênes et aux marchands. Alors c'était un modèle d'entreprise, si on veut. L'État a été endetté dès le début, Aurélien l'a déjà lu, et c'est pour ça, cette situation a créé ce dynamisme d'expansion, parce que les États devaient envahir d'autres pays pour payer les dettes. Alors, ce n'est pas seulement l'expansion économique qui était forcée par cela, mais aussi l'expansion militaire. Et un exemple très important de la symbiose du pouvoir physique de l'État et du pouvoir économique, ce sont les sociétés par action. La première société par action a été fondée à Amsterdam il y a 400 ans. C'était la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Et c'était une institution nouvelle dans l'histoire humaine parce qu'elle n'avait qu'un seul but, c'était d'augmenter l'argent des actionnaires. Et elle avait une armée de mercenaires, comme les autres sociétés par action plus tard. Un exemple de comment cette société a agi, c'est l'histoire des Indes Banda en Indonésie. Il y avait des noix de muscat dans ces îles, et les noix de muscat ont été vendues avec un profit énorme en Europe, mais les habitants des îles Banda ne voulaient pas donner un monopole aux Hollandais, et la compagnie alors a envahi les îles avec l'armée de mercenaires, et au bout de 3 mois, des 15 000 habitants, seulement 1000 habitants ont survécu ce génocide. Et l'histoire de l'expansion de ces sociétés est vraiment une histoire de génocide oubliée souvent. On ne parle pas de cela à l'école normalement. Et aujourd'hui, on voit la liaison de l'État et des grands groupes dans le fait que la plupart des grands groupes, les 500 plus grands groupes du monde contrôlent à peu près 40% de l'économie globale et 2/3 du commerce. Et la plupart de ces groupes ne pourraient survivre sans des subventions
énorme des contribuables, des États. Par exemple, le Fonds monétaire international estime que les énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz, sont subventionnés par 5 billions de dollars chaque année. Alors les contribuables, nous, on finance la destruction de la Terre. Et le même est vrai, par exemple, pour l'industrie automobile en France et en Allemagne, bien sûr, et pour l'aviation aussi, qui est très, très important à Toulouse, bien sûr. Par exemple, les infrastructures pour l'aviation sont payées normalement par l'État. À Berlin, on a construit un aéroport qui a coûté à peu près 7 milliards d'euros. C'était pas Lufthansa et Air France qui ont payé cet aéroport, c'était nous, c'était les contribuables, bien sûr. Alors, c'est une subvention payée pour les infrastructures. Il ne paie pas de taxes, des impôts pour le kérosine, etc., etc. Alors, et Airbus, bien sûr, est aussi subventionné par des milliards chaque année. Et on pourrait continuer très longtemps avec cela. L'agriculture industrielle est subventionnée par l'Union européenne par 50 milliards d'euros chaque année. Et vous savez que ça a un impact dévastatrice sur le climat. Voilà. Alors, je raconte cela aussi pour dire que c'est pas le marché libre, ce système. Hein. Ça n'a rien à voir avec un marché libre. C'est l'État et les grands groupes. Hein. C'est les monopoles et l'État. Et puis, le troisième pilier de ce système, c'est le pouvoir idéologique qui légitime les structures de violence, l'expansion violente de ce système et qui définit que ce qui est normal. Hein. Et il y a quelque chose qui joue un rôle crucial dans cette idéologie, c'est ce que j'appelle le mythe de l'Occident. Le mythe de l'Occident, c'est le récit de la supériorité de la civilisation occidentale à tous les égards. Alors on a la religion supérieure, ou la seule religion vraie, bien sûr, c'était le christianisme qui a été utilisé pendant des siècles pour justifier l'expansion de ce système. Puis, plus tard, c'était la notion de la civilisation même dans l'âge des Lumières. Hein. Nous, on a la civilisation, les autres sont les barbares. La raison, nous, on a la raison, les autres sont irrationnels. Hein. On a le progrès, les autres sont en stagnation. Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'était le développement. Hein. Les autres sont sous-développés. Et aujourd'hui, ce sont les valeurs occidentales et les autres sont plus ou moins barbares. Si on regarde le système dans son intégralité historique, on voit qu'il repose sur la bipartition du monde. Pour à peu près 20% ou 30% de la population mondiale, l'expansion de ce système a été liée à l'accumulation de richesses énormes. Et bien sûr, pour les populations en Europe, pour la plupart de nous, on profite plus ou moins, bien sûr. Mais pour 70 ou 80% de la population mondiale, cette expansion a été liée dès le début au génocide, aux guerres, à l'esclavage et à la paupérisation. Et le récit qu'on peut faire de ce système, bien sûr, dépend du point de vue. Normalement, si j'étais un historien qui vit à Paris dans le 16e arrondissement, dans un bel appartement, il est très facile de raconter cette histoire comme une histoire de succès. On est arrivé ici, moi je suis dans ce bel appartement et on a des frigos, on a des voitures, on a tout ce qu'on veut. Alors c'était un succès, bien sûr. Mais si on raconte cette histoire du point de vue des gens qui sont morts dans les génocides ou d'un mineur au Congo qui sort le coltan des mines sous des conditions affreuses, hein, c'est toute une autre histoire. Et mon point de vue dans ce livre, c'est plutôt le point de vue de ceux qui souvent ne sont pas écoutés dans l'histoire des 60 ou 80%. Le système ne peut fonctionner sans la bipartition du monde dans des centres d'accumulation et dans des périphéries qui servent à
pour avoir des ressources bon marché et de la main-d'œuvre bon marché. Parce que si le mineur au Congo aurait un salaire, comme ici en France ou en Allemagne, on ne pourrait payer nos smartphones, nos voitures, tout ce qu'on a ici, parce que ça coûterait trop cher. La machine de production de consommation dépend des ressources bon marché et de la main-d'œuvre bon marché. Alors, il y avait des méthodes différentes dans l'histoire pour maintenir cette bipartition. D'abord, bien sûr, c'était la violence coloniale pour 450 ans. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les peuples de l'Afrique et de l'Asie se sont libérés du colonialisme, plus ou moins. Et alors, les élites au nord devaient trouver d'autres solutions. Et d'abord, c'était le regime change. En Iran, par exemple, en 1953, il y avait un gouvernement élu démocratiquement qui voulait utiliser les ressources du pays pour le développement du pays. Et c'était inacceptable pour les compagnies de pétrole en Angleterre, aux États-Unis, en France, etc. Alors ils ont orchestré un coup d'État, ils ont enlevé le gouvernement et installé le Shah. Et on ne peut pas comprendre l'histoire de l'Iran sans cette histoire. En 1954, une chose assez semblable se dépassait à Guatemala en 1960. Au Congo, une histoire particulièrement brutale. Le Congo avait subi 100 ans de colonialisme belge avec à peu près 10 millions de morts. C'était un des génocides les plus grands de l'histoire humaine. Aucun coupable belge a été mis en prison, bien sûr. Et alors, il y avait en 1960 le premier président du Congo élu, Patrice Lumumba. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait utiliser les ressources du pays, par exemple le cuivre, pour le développement du pays. Alors c'était inacceptable pour les compagnies de cuivre belges, de la France, des États-Unis, etc. Alors ils ont encore orchestré un coup d'État, ils ont orchestré l'assassinat de Lumumba et ils ont installé Mobutu qui a pillé le pays pour 40 ans. On peut continuer avec cette histoire. C'était l'Indonésie en 1965, c'était le Brésil, c'était bien sûr le Chili en 1973. Alors c'était la première méthode, régime change, jusqu'à aujourd'hui. Au début des années 80, il y avait une autre méthode qui s'est ajoutée à la première. C'était le régime des dettes et de ce qu'on a appelé l'ajustement structurel. Les pays du Sud global s'étaient endettés et au début des années 80, les intérêts ont augmenté d'une façon énorme. Alors les pays ne pouvaient pas payer les dettes et le Fonds monétaire international est venu et a dit oui, on peut vous donner encore de l'argent pour payer vos dettes, mais il y a quelques conditions. La privatisation de votre économie, le dérèglement de votre économie, et vous devez vous concentrer sur l'exportation des ressources naturelles. Et on a dit cela à tout le monde, alors les prix se sont baissés et c'était ce qu'on a voulu avoir. Alors des méthodes différentes pour le même but. La Chine n'a pas subi ce régime et bien sûr ça a changé l'histoire énormément. La crise du système. La méga-machine rencontre dans le XXIe siècle des limites planétaires qui, dans leur combinaison, sont probablement insurmontables. Pour le dire autrement, les crises globales ne peuvent être résolues dans la logique de la méga-machine. Il y a deux types de limites. Des limites internes, des limites économiques d'abord. Le triomphe du néolibéralisme dans les années, dans les 4 décennies passées, a bien sûr été un succès pour les riches. Il a
énormément enrichi les riches. Il a rétabli le rapport de pouvoir qu'il y avait avant la Première Guerre mondiale. Mais c'est pas seulement injuste, mais cela a aussi un côté sombre par rapport à l'économie. Parce que si on baisse les salaires, si on affaiblit les syndicats et pousse les salariés dans le précariat, si on transfère la production dans des pays à bas salaire, si on transfère les profits dans des paradis fiscaux, les gens, en fin de compte, n'ont plus l'argent pour acheter la masse énorme de biens et de services qui doivent croître dans la logique du système à des prix profitables. Et c'est-à-dire on a un problème de demande globale et c'est au cœur des crises financières et de l'instabilité du système. Alors il y aurait une réponse plus ou moins facile à cela, un programme keynésien d'intervention étatique comme le New Deal dans les années 30 aux États-Unis, taxer les riches énormément et avec cet argent créer des programmes d'investissement public massif dans les infrastructures, dans la santé, dans l'éducation, et on pourrait faire cela aussi d'une façon verte, bien sûr, investir dans les énergies renouvelables. Et je pense qu'on a besoin de quelque chose comme ça. Dans la logique, ça reste dans la logique capitaliste, bien sûr, mais un Green New Deal ambitionné serait bien pour une transition vers les énergies renouvelables. Mais on ne peut pas vraiment sortir de la crise de la biosphère de cette manière. Je veux donner seulement un exemple pour cela, c'est le transport, les voitures. Si on remplace les voitures actuelles par des voitures électriques, on crée de nouveaux problèmes. Hein. La production d'une voiture électrique consomme plus d'émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui qu'une voiture conventionnelle à cause des batteries. Les batteries aussi sont responsables pour une consommation énorme d'eau douce. Hein. Alors ça crée des problèmes environnementaux énormes. Alors, on ne peut pas remplacer 1 milliard de voitures par des voitures électriques sans ruiner la planète. Hein. Alors il faut d'autres solutions et c'est assez facile. Hein. Il faut moins de voitures, c'est clair. Il y a bien sûr des concepts pour cela, pour créer des villes sans voiture avec des transports publics, etc. Mais ce sont de très mauvaises nouvelles, bien sûr, pour la production automobile. Hein. Et le même est vrai si, par exemple, si on utiliserait l'armoire de la grand-mère pour le reste de notre vie. Hein. Ça serait très bien pour la planète, mais très mauvais pour la production des meubles. Hein. Si on utiliserait notre smartphone pour 30 ans, 40 ans, ça serait techniquement possible. Très mauvaise nouvelle pour les compagnies de télécommunications. Alors on est emprisonné dans une logique de croissance et aussi la politique est emprisonnée dans cela. Et si on ne peut pas sortir de cela, alors la méga-machine va avancer de cette manière, elle va percuter les limites planétaires et les crises vont s'aggraver. Et je crois on va entrer dans une phase chaotique et la pandémie en fait partie déjà parce que la pandémie bien sûr est liée à l'expansion économique parce que ça a beaucoup à voir avec la destruction des habitats des animaux sauvages et les excréments de ces animaux qui viennent dans les villes, entrent dans la chaîne d'alimentation, etc. Alors les crises probablement vont s'aggraver. Il y aura une phase chaotique et il y aura, on ne sait pas quand, mais probablement dans ce siècle, une transition systémique qui est inévitable. Mais ça peut être de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Hein. Ça peut être un système tout à fait dystopique ou ça peut être quelque chose de meilleur. Alors je veux vous proposer 2 voies possibles, en principe. D'abord, la voie dystopique. C'est assez facile. Hein. Tout le monde peut s'imaginer cela. La réponse à l'inégalité extrême
et aux révoltes, c'est la violence d'abord policière qui augmente dans presque tous les pays du monde. En France, c'est très visible, je trouve, quand je suis venu ici, et même dans la SNCF, le personnel de la SNCF était armé énormément. Hein. Et à Paris, dans les Tuileries, il y avait l'armée avec des mitrailleuses. Alors, c'est là, c'est partout. L'autoritarisme qui monte, même la montée du fascisme dans maints pays. Et quand on voit que le dérèglement climatique va continuer de cette façon, d'une façon extrême, il y aura des régions entières qui deviennent inhabitables, en Afrique par exemple, au Moyen-Orient, etc. Et un effondrement de la production alimentaire dans ces régions, il y aura des centaines de millions de réfugiés. Et la réponse est déjà claire aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'apartheid global. Les îles de prospérité s'émurent contre celles et ceux qui fuient leur pays dévasté par le chaos climatique, la guerre et la faim. C'est visible par exemple déjà dans les villes, les résidences fermées pour les riches. Aussi des continents entiers se ferment, comme l'Union européenne en Méditerranée, avec des dizaines de milliers de morts, et les États-Unis aussi, bien sûr, avec le mur. C'est une militarisation extrême des frontières, et aussi ce que j'appelle un nouvel archipel goulag, un univers de camps d'emprisonnement pour les réfugiés, comme c'est déjà le cas en Turquie, au Libye, au Tchad et au Niger, avec le soutien massif de l'Union européenne. Alors c'est la voie dystopique. Mais il y a aussi une autre voie, sortir de la méga-machine. Et ça veut dire, à court terme, arrêter l'extraction et l'usage du pétrole, du charbon et du gaz, par exemple en squattant et bloquant les grandes mines de lignite, par exemple, en Allemagne. Il y a un assez grand mouvement, Ende Gelände, qui a bloqué les très grandes mines, la plus grande source de CO2 en Europe. Ici, on a bloqué des aéroports, etc., avec succès, et des pipelines, etc. Aussi un déinvestissement dans les secteurs écocidaires, et un transfert des subventions énormes du secteur fossile au secteur durable. À long terme, il faut sortir de la logique de l'accumulation sans fin et créer des institutions économiques qui ne travaillent pas pour le profit, mais pour le bien commun. Et bien sûr, il y en a déjà des institutions de ce type, des coopératives par exemple, aussi des entreprises municipales, etc. Mais le problème est que l'État, normalement, comme je l'ai dit, subventionne les grands groupes. Alors l'État joue un rôle crucial dans ce jeu-là, même si on n'aime pas l'État, et mon livre est très critique de l'État, il faut s'occuper de l'État et de l'argent qu'il utilise. Et pour une telle transformation, il faut transformer l'État dans une institution qui ne travaille pas pour les grands groupes et le capital, mais pour le bien commun. Alors il faut dissocier l'État du capital. Et c'est bien sûr une grande tâche, mais qui a commencé déjà dans la Révolution française. Hein. On a fait des pas dans cette direction. Je peux m'imaginer aussi une société sans État, mais pas dans les 2 décennies à venir, peut-être, probablement. Alors il faut faire les deux choses. Il faut créer des institutions nouvelles d'une autre économie, des institutions qui travaillent pour le bien commun, pour la transition écologique et sociale, et pousser l'État dans une direction où l'argent va dans cette direction et pas dans les grands groupes qui ravagent la planète. L'idée principale d'une telle transition, c'est vivre mieux avec moins de production dans les pays industrialisés. C'est-à-dire travailler moins. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Ça pourrait être une bonne nouvelle, bien sûr, parce que c'est la surproduction ici, bien sûr, qui est au cœur
de la dévastation planétaire. Mais si on travaille moins, si on redistribue le travail, il faut aussi redistribuer les revenus, les salaires et les richesses. Alors la question écologique et la question sociale sont inséparables. On ne peut pas avoir une transition écologique sans une transition sociale. Il faut redistribuer les revenus et les fortunes et par exemple aussi une redistribution de la propriétaire immobilière. À Berlin où je vis, il y a une initiative qui veut achever la expropriation des grands fonds immobiliers. C'est possible selon la constitution allemande. On a un article 15, qui dit qu'on peut exproprier pour le bien commun. Ça n'a jamais été utilisé, mais on peut le faire. Et en France aussi, à Paris, je ne sais pas à Toulouse, mais les loyers sont énormes à Paris. Tout le monde bosse tout le temps seulement pour payer les loyers et ça va dans les paradis fiscaux, etc. Alors il faut exproprier ces gens-là. C'est essentiel pour la justice sociale, mais c'est essentiel aussi pour la transition écologique, parce que si on veut travailler moins, il faut payer moins pour les loyers. C'est assez facile, mais pas facile à achever, bien sûr. Au niveau international, il faut défendre les droits des réfugiés contre l'apartheid global. Il faut aussi élargir les droits des réfugiés. Il faut reconnaître les réfugiés climatiques parce qu'il y en a des dizaines de millions au moins. Et les gens qui vont perdre leur territoire à Bangladesh et ailleurs, ils doivent avoir le droit d'aller quelque part et de trouver une vie ailleurs. Et ce sont bien sûr les pays industrialisés qui sont responsables pour cela. Et ça, c'est une grande lutte au niveau international, au niveau de la justice internationale. On a une phase chaotique devant nous, je crois, et il y aura de plus en plus de crises financières, écologiques, d'autres pandémies, possiblement. Et la chose importante est d'être préparé. Les mouvements sociaux et écologiques doivent être préparés à ces crises. Parce que dans ces crises-là, il se passe normalement quelque chose que Naomi Klein a appelé la shock doctrine. Les élites, ça s'appelle comment en France ? La stratégie du choc. Alors normalement, les élites utilisent ces crises pour augmenter leur pouvoir. Ça s'est passé dans la pandémie aussi. On a subventionné, bien sûr, Air France, etc. On a augmenté le pouvoir des géants du numérique, comme Google, Facebook, Amazon, etc. Mais c'est pas automatique que ça se passe. Si les mouvements sociaux et écologiques sont bien organisés, s'ils forgent des alliances fortes, s'ils ont un programme de transition pour le cas de la prochaine crise financière, etc. Alors, on peut intervenir dans l'espace public parce que les élites sont en désarroi aussi pour des moments, mais ça va vite. Alors, il faut être préparé pour ces crises. Et je crois qu'on aura devant nous une cascade de ces crises et le résultat de la transition sera le résultat de toutes les bifurcations qu'on a dans ces crises. Alors si dans la prochaine crise, on va un peu à la gauche, disons, alors les probabilités qu'on peut mettre en scène une transition verte et écologique sont mieux dans la prochaine crise. Si on va dans l'autre direction, on a plus de chances de finir par une voie dystopique. Voilà, et merci beaucoup pour écouter et je me réjouis de la discussion.